On est à Non. combien voilà, d'arriérés comme ça, Bon, les selon Gad? arriérés, je présente mes excuses d'ailleurs aux retraités, parce que quand j'ai suivi le compte rendu qui a été fait, je reprends par la fin. Rien que pour l'année 2025, il y a 3 mois d'arriérés. Le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre. Pour l'année 2024, il y a 2 mois d'arriérés. Et moi, j'étais de ceux qui considéraient jusqu'à présent qu'avant ça, on avait 41 mois d'arriérés. Et au cours de cette rencontre, les retraités ont précisé qu'il y avait 45 mois d'arriérés depuis 2016. 45 mois. Et quand vous prenez 45 mois, ben, on n'est pas loin de 4 ans. On n'est pas loin de 4 ans. Est-ce que vous vous imaginez ça? Les retraités qui menaçaient donc faire un sitting, je crois, c'est devant la primature. Et le président du Sénat, Pierre Ngolo, les a, en fait, il faut appeler ça une menace déguisée, les exhortant, bien entendu, à la sagesse. Après, on se pose la question de savoir c'est quoi, que faut-il entendre ou comprendre par sagesse quand Pierre Ngolo demande à ces hommes et femmes qui ont servi le Congo et qui aujourd'hui vivent dans une précarité absolue, tout le monde le sait. Après, vous allez peut-être nous rappeler aussi combien d'arriérés de salaire, combien de mois d'arriérés de salaire déjà accumulent ces retraités, mais aussi combien de mois de pension non payées. Mais restons d'abord sur ce qu'on peut comprendre par sagesse. Pierre Ngolo qui exhorte les retraités d'être sages. Christian, est-ce qu'il s'agit d'être sage? Je rappelle au président du Sénat que l'article 27 de la Constitution garantit la liberté de manifestation, surtout lorsque cette manifestation s'intéresse et doit permettre aux intéressés, aux concernés, de revendiquer leurs droits. Et il faut reconnaître, Christian, il faut que les choses soient clairement dites. Les retraités sont véritablement maltraités. Et dans l'opinion congolaise, on les appelle les serpents sans venin. C'est-à-dire qu'on considère que ces gens, ils sont fatigués, ils sont à bout de force, ils n'ont plus les moyens pratiquement de manifester. Et moi, j'ai trouvé, j'ai bien apprécié lorsque les syndicats ont annoncé qu'on allait aller vers ce sitting parce qu'ils reprochent le mépris des gouvernants. Il reproche aux gouvernants le manque de respect des engagements qui ont été pris, notamment le Premier ministre, et il reproche au gouvernement d'avoir fait un travail pour essayer d'évaluer toute cette situation avec les retraités et de ne plus être capable de les recevoir pour faire le point. Je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté que l'espace politique est désormais de plus en plus verrouillé par des séries d'assassinats. C'est ce que je venais de rappeler tout à l'heure des jeunes qui plongent le pays dans la terreur, dans l'effroi, des humains abattus comme voilà des petits lapins en public et des maisons démolies, parfois incendiées, des motos détruites. Bon, voilà tout ce qu'on est en train de voir. C'est plus que de la terreur. Et je me pose donc la question de savoir, puisqu'à en croire Denis Sassou Nguesso, ça ne va pas s'arrêter maintenant, c'est sûr et certain que ça va continuer jusqu'à la période électorale, et c'est là que je veux savoir avec vous s'il y a encore une nécessité de continuer à parler d'une élection présidentielle en mars 2026 dans ce contexte, j'allais dire une ambiance d'enfer. Christian, ben, l'élection de 2026, elle est constitutionnelle. L'élection de 2026, elle est constitutionnelle. Le mandat du président de la République arrive à terme le 16 avril 2026. Et il faut qu'avant cette échéance, que le Congo ait eu un nouveau président. Parce qu'on ne va pas rester sans président, il faut bien que cette question soit réglée. En fait, moi je pensais plutôt à un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous battez pour arracher un tel dialogue sous l'égide de la communauté internationale que de continuer, bon, excusez-moi du terme, ce n'est pas non plus pour ne pas reconnaître la bataille que vous menez, mais que de continuer toujours à se battre pour une élection. Tout le monde sait que c'est pipé, les dés sont pipés, rien. Il n'y aura pas élection en tant que telle. Pourquoi ne pas se battre dès maintenant pour un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, par exemple? Alors, Christian, je vais répondre certainement
avec un petit point, peut-être c'est la voie de la sagesse. Ben, je vais prendre note de ce que tu nous conseilles. Et au niveau du rassemblement des forces du changement, nous allons évoquer cette question, mais ça ne veut pas dire que nous renonçons. Bonjour Clément Mirassa. Bonjour Christian, c'est toujours très bien, très agréable de me retrouver avec toi pour échanger notamment sur l'actualité nationale. Merci Clément Mirassa, président du Rassemblement des forces du changement RFC. Je disais merci d'accepter donc de commenter l'actualité congolaise avec nous sur R7, actualité dominée, vous le savez, par la violence, la terreur, en raison de l'opération menée par la DGSP et le retour du Congo-Brazzaville sur le marché financier international, non sans aborder les questions de préparation et d'organisation, pour ne pas dire la participation ou non du RFC à l'élection présidentielle en perspective. Clément Mirassa, je rappelle aussi à nos téléspectateurs que vous êtes économiste, statisticien. Vous le savez que le Congo-Brazzaville a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE Pays pauvre très endetté en janvier 2010, ce qui avait mené donc un allègement significatif de sa dette. Cette décision du conseil d'administration de la Banque mondiale et du FMI avait permis au Congo d'économiser 2 milliards de dollars américains US, soit plus de 1000 milliards de francs CFA sur le service de la dette du Congo. L'initiative PPTE, ça aussi vous le savez, visait la lutte contre la pauvreté. Je commence par là parce que tout à l'heure, nous allons revenir sur le retour du Congo sur le marché financier international. Alors, 15 ans après la suppression quasi totale de la dette du Congo par les institutions de Bretton Woods et les multiples booms pétroliers qu'a connu le Congo-Brazzaville, il est arrivé des moments où le baril du pétrole a frôlé plutôt les 120 dollars US. Quel constat peut-on faire sur la lutte contre la pauvreté au Congo-Brazzaville, 15 ans après, bien sûr, la suppression quasi totale de sa dette? Christian, merci pour ta question. Elle est fondamentale, mais je souhaite l'aborder sous l'angle politique. Et je vais rappeler aux Congolais, Christian, que lors de la conférence nationale, la dette publique congolaise était au centre des débats économiques pour la simple raison qu'on s'était rendu compte que cette dette constituait un goulot d'étranglement, un véritable handicap au développement du Congo. Et vous, si on peut le rappeler, à l'époque, la dette par tête d'habitants du Congo était parmi les plus élevées du monde. Et au sorti de la conférence nationale, le gouvernement du président démocratiquement élu Pascal Lissouba s'est attelé à ce qu'on puisse régler ce problème. Il n'a pas pu le régler avec ce que vous savez, puisqu'il a dû quitter le pays en 97. Et ensuite, le président Sassou a pris le relais et il faut le rappeler que nous avons finalement bénéficié de l'appui de la communauté financière internationale qui a fait de notre pays un pays pauvre, très endetté. En fait, le Congo n'est pas pauvre, il était très endetté. Alors, ça nous a permis d'atteindre, avec le ministre Andeli, le point d'achèvement de l'initiative PPTE, le point de décision d'abord. Et en 2010, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative. Ça a permis une réduction significative de notre dette. Et il faut que les Congolais le sachent. La dette avait été ramenée à 1565 milliards de francs CFA, soit à peu près 25,7% du produit intérieur brut, alors que la norme communautaire de la CEMAC est autour de 70%. Mais ça n'a pas tardé, Christian. C'est en 2014 que nous avons repris à avoir une croissance inquiétante de notre dette. Et c'est préoccupant, pourquoi? Mais parce qu'en ce moment-là, nos budgets dégageaient des excédents.
Et les Congolais n'ont pas toujours compris pourquoi, au moment où nos budgets dégageaient des excédents, nous avons connu encore cette situation. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je me rappelle encore de la belle interrogation du défunt Mukwege qu'il avait faite, etc. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et vous savez que depuis 2014, pratiquement, le Congo s'est replongé dans une situation extrêmement difficile, situation qu'ils ont essayé d'expliquer par la baisse des prix drastiques du pétrole. Et, dans un premier temps, les Congolais ont pensé pouvoir réajuster eux-mêmes leur économie pour sortir de cette crise, mais ils n'en ont pas été capables. Et on est parti au Fonds monétaire. Et au Fonds monétaire, nous avons signé un programme en 2019. Nous n'avons pas respecté nos engagements. Nous en avons signé un en 2022. Il semble qu'on a, toutes les revues ont été positives, mais les Congolais ne sont pas sortis de la crise. Problème, il y a la dette. On dit, le Fonds monétaire dit qu'elle est soutenable, mais on retient effectivement que nous sommes en situation de surendettement. C'est pour ça que lorsque je viens à la question que tu poses, le retour pendant 15 ans, j'ai vu beaucoup de commentaires que les gens se réjouissent de ce que c'est. Enfin, on met ça à l'actif du gouvernement, etc. Mais j'ai une remarque fondamentale à faire. Je ne crois pas que le Congo soit capable de résoudre le problème de sa dette et de son surendettement en s'endettant. C'est une question fondamentale. Et Oui, je ne tout à l'heure, crois pas. pardon, Clément Mirassa, on va revenir sur le surendettement, mais vous disiez tout à l'heure qu'après presque la quasi-totalité de la dette qui avait été presque supprimée, c'est ça, le Congo a connu une embellie financière, vous avez parlé, voilà, des excédents budgétaires, et tout le monde le sait, on parle d'ailleurs, très souvent des 14 000 milliards de francs CFA, 26 milliards de dollars US dilapidés du fonds des générations futures. Et on ne comprenait toujours pas comment le Congo, qui avait vu sa dette réduite à ce niveau et qui a connu les excédents budgétaires, les Congolais ne comprenaient toujours pas qu'est-ce qui se passait parce que finalement, ils sont restés dans cet état de précarité, de pauvreté. Comment expliquer ça? Où partait donc cet argent? C'est la mauvaise gouvernance. Et je vais t'expliquer, Christian. Lorsqu'on parle de la réduction significative de la dette du Congo en 2010, c'est l'année au cours de laquelle notre pays, le Congo, s'est vanté d'avoir le budget le plus élevé des pays de la zone franc hors la France. Notre budget était de 2814 milliards, pendant que celui de la Côte d'Ivoire était autour de 2627 milliards. 15 ans après, la Côte d'Ivoire a un budget projeté en 2026 de 17 350 milliards de francs CFA et le Congo a un budget projeté de 2501 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que la Côte d'Ivoire a multiplié son budget pratiquement par 7, celui du Congo, 15 ans après, est en régression de 11%. Ça veut dire qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance. Il y a un problème où il faut essayer de répondre de façon correcte à la question où va l'argent du Congo. Mais aujourd'hui, ça ne fait aucun doute. J'ai suivi le ministre Thierry Mungala à la quinzaine du gouvernement. Lorsqu'il parlait de la redevance audiovisuelle, ben, il a dit que ça allait vers des directions, sinon des mains inappropriées. Et ça veut dire que la grande partie du budget et de l'argent du Congo ne rentre pas dans les caisses de l'État, mais c'est plutôt détourné au profit des individus qui ont choisi de plonger le Congo dans la misère et dans la souffrance, et ceci à travers la corruption, à travers la concussion, à travers la fraude. Et pour te donner encore une image qui permet d'illustrer, le directeur général des douanes du Congo, devant la commission économie et finances, ne s'était pas gêné de dire pour l'année 2024, je crois, qu'au lieu des 180 milliards prévus, ben, on aurait pu faire mieux parce que le Congo enregistrait pratiquement 600 milliards d'exonération au niveau douanier. Vous voyez bien qu'on est dans une situation ambiguë. Et la question fondamentale, est-ce que les gouvernants sont capables d'arrêter les détournements?
la corruption, la fraude, la concussion et autres, pour que l'argent aille dans les caisses de l'État et que ça n'aille pas entre les mains inappropriées qui ne font qu'enfoncer les Et c'est Congolais ce dans que la nous misère. allons comprendre tout à l'heure. Il faut peut-être aussi rappeler que généralement on avait présenté l'endettement du Congo par la construction des infrastructures. Et là, c'est Roger Andeli, je crois, Rigobert Andeli, qui va dire évidemment tout ce que vous voyez, les constructions, il citait même quelques infrastructures, c'était les prêts chinois. On l'écoute et on revient sur le plateau. Vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyam à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Voilà, Clément Mirassa. Alors l'argent que le Congo va voilà, emprunter quelque part, qui ne sert finalement pas à la construction des infrastructures comme ils veulent toujours le faire comprendre. Andeli l'a dit, c'est des prêts chinois. Et tout à l'heure, on se posait donc la question, où va la manne pétrolière du Congo-Brazzaville? Un pays qui est toujours endetté, une population toujours pauvre, de plus en plus pauvre. Et aujourd'hui, on nous parle du retour du Congo-Brazzaville sur le marché financier international, 25 ans après. À quel moment, évidemment, le Congo s'est exclu finalement, était exclu du marché financier international et pourquoi? Ben, vous savez qu'il y a la mauvaise gouvernance, vous savez qu'il y a la gestion opaque, vous savez qu'il y a cette histoire de dette cachée auprès du Fonds monétaire, puisque en 2017, il est apparu que le Congo avait déclaré que sa dette ne représentait 77% du PIB, alors que le Fonds monétaire avait découvert qu'elle représentait 117-120%. Et quand vous comparez la situation avec ce qui se passe au Sénégal, au Congo, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'on trouve que le problème de la dette cachée est un problème qui n'intéresse personne, qui ne préoccupe pas les gouvernants. Mais vous suivez le bruit que ça fait au Sénégal. Et vous avez suivi que le président Macky Sall a déjà pris un certain nombre de cabinets d'avocats pour le défendre. Donc, il y a cette situation, mais au centre de tout ça, Christian, il faut dire, il y a la mauvaise gouvernance, il y a la corruption, il y a la gestion opaque. Et je crois que l'image du Congo, elle est véritablement mauvaise. Au-delà du bruit que l'on fait, Christian, il faut essayer de faire repasser aux Congolais cette image de la déclaration du ministre des Finances qui reconnaît que payer les salaires au Congo, c'est une véritable acrobatie, qui reconnaît que c'est un véritable casse-tête. Ça, c'est pour les salaires. Et il a dit financer le développement, financer l'avenir du pays, c'est véritablement un casse-tête au Congo. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. C'est un casse-tête qui ne peut se résoudre que par une prise de conscience. Donc, à mon avis, ce qu'il faut dire, Christian, c'est une bonne chose d'aller s'endetter, mais il faut aller s'endetter pour des projets productifs. Il ne faut pas aller s'endetter soit pour payer la dette, soit pour, je ne sais pas moi, aller dans des dépenses de fonctionnement, etc. Il faut y aller pour qu'on soit dans la rentabilité et qu'on cherche à faire avancer notre économie et notre avenir. Alors donc on apprend que le Congo-Brazzaville vient de lever 670
millions de dollars US, l'équivalent de 410 milliards de francs CFA. Alors, il faut préciser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une dette. Après, on va chercher à comprendre à quoi pourrait-elle servir. Mais dans un premier temps, est-ce que, en français facile bien entendu pour ceux qui nous suivent, les eurobonds, c'est quoi l'eurobond? Comment ça fonctionne? Vous avez une idée sur ça? Ben, il s'agit des titres de créances que nous avons lancés sur le marché financier international. C'est bien que ça a été approuvé. C'est bien que nous ayons cet argent. Le problème qui se pose, c'est au niveau de son utilisation. Et le problème se pose au niveau de l'utilisation. Pourquoi? Parce que nous avons déjà ce problème d'excédent budgétaire où, d'après beaucoup d'analystes, nous avons pu engranger 14 000 milliards et plus personne ne sait où c'est parti. Ça a disparu. Nous avons suivi à un niveau plus faible. Le ministre Thierry Mungala parlait de la redevance audiovisuelle et il nous a appris que c'est parti vers des directions inappropriées. Il souhaite même qu'on la supprime. La question aujourd'hui, parce que nous sommes pratiquement à 4 mois et quelques jours de l'élection présidentielle. Et ça coïncide, c'est pour ça que je dis qu'il faut aborder ce problème sous l'angle politique. Et ça apparaît au moment où nous avons vu apparaître à travers les réseaux sociaux le programme des voyages du président de la République. En fait, le président de la République qui est déjà rentré en campagne. Et la question que beaucoup de Congolais se posent, est-ce que la réalité, ce n'est pas finalement l'utilisation de cet argent à des fins électoralistes et non à des fins pour régler les problèmes des Congolais? Maintenant, lorsque certains parlent de la dette commerciale, ils parlent de la dette intérieure en privilégiant la dette commerciale, en estimant que cette dette pourrait aider les opérateurs économiques à relancer leurs activités, à régler les problèmes de l'emploi, à faire un certain nombre. C'est une belle vision. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça sera géré de façon transparente? Je pense que non. Je pense que non. Pourquoi, Christian? En son temps, le ministre Calix Ganongo avait attiré l'attention sur les créances fictives. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'audits qui avaient été réalisés, mais ça n'a pas été levé. Donc, au plan intérieur, je crois que si on destine une partie de cet argent vers le règlement de la dette commerciale, mais il faut encore se rassurer qu'il ne s'agit pas de créances fictives, parce qu'il y a tout un jeu qui se joue là-dedans entre les opérateurs économiques, les administrations, un certain nombre de choses, alors qu'il faut qu'on règle fondamentalement les problèmes des Congolais. Maintenant, pour le reste, il faut que cet argent soit géré dans une véritable transparence et qu'il ne soit pas utilisé à des fins électoralistes. Et je tiens à rappeler que, curieusement, ça apparaît au moment où nous avons découvert sur les réseaux sociaux le programme du président de la République à travers tout le pays. Il va aller dans la Sangha, il va aller à Mosenjo, il va aller à Dolisie. Ça donne déjà une allure de pré-campagne. Et nous ne souhaitons pas que cet argent puisse être utilisé à des fins électoralistes et que ça soit plutôt utilisé, même si nous ne sommes pas d'accord avec le principe, parce que, Christian, il faut rappeler, les gens parlaient d'un taux qui approche pratiquement les 10%, un taux d'intérêt qui approche les 10%, mais il y a encore tout un débat là-dessus, parce que d'après certains analystes, le taux réel est autour de 13%. Donc, c'est véritablement suicidaire pour un pays qui a pris l'option d'aller vers des financements à taux concessionnel. Et à mon avis, il faut regarder la chose de très, très près. Vous parlez donc des taux d'endettement très élevés, vous parlez de presque 10%, on parle de 9, quelque chose comme ça, 60%, et d'autres indiscrétions font état de 13%. Vous rappelez tout à l'heure qu'il fut un moment où le Congo avait caché ses dettes au FMI. Et est-ce que cette fois-ci, avec ce retour sur le marché financier international du Congo, les éléments sont clairs? Est-ce qu'il y a une transparence qui a négocié et le pourquoi? Parce que ce que je sais, généralement, en fait, l'objectif de ces emprunts, c'est de permettre aux pays plus fragiles de bénéficier, bien sûr, d'intérêts plus bas que les pays solides. Mais or, là, on parle des taux d'intérêt plutôt très élevés. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Congo ait pris ce risque finalement avec des taux d'intérêt très élevés? Christian, il faut parler de risque. Mais le Congo est coincé. Le Congo est véritablement coincé parce qu'il faut essayer de regarder
le budget 2026. Quand vous regardez les objectifs de ce budget 2026, qu'est-ce que vous découvrez? On parle de l'amélioration des recettes, on parle de la qualité de la dépense, on parle de la résilience de l'économie. Mais le Congo ne parle pas du tout de la réduction du train de vie de l'État, ne parle pas du tout de la lutte contre la corruption. Nous ne parlons pas du tout des fonds en déshérence, etc. Donc, pour moi, quand je fais l'analyse, il y a comme une volonté d'aller vers l'extraversion, alors qu'au plan interne, nous n'avons pas épuisé toutes les possibilités, toutes les recherches des niches qui devaient permettre de régler nos problèmes. Nous savons qu'on a besoin de beaucoup d'argent, mais il faut qu'on s'attaque à ça. Et il y a toujours cette idée, Christian, de la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Pourquoi les gouvernants actuels se refusent à aborder le problème de la récupération de cet argent? Je ne parlerai pas seulement de la redevance audiovisuelle, mais on peut parler du FIGA, on peut parler des 14 000 milliards, on peut parler des 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Donc, il y a tout un tas de directions vers lesquelles on aurait pu s'orienter au plan intérieur pour essayer d'améliorer les recettes, pour essayer de faire entrer l'argent dans les caisses de l'État et résoudre ces problèmes. Pourquoi les gouvernants se refusent à ça? Et pourquoi c'est cette solution qui est adoptée? Solution, à notre avis, Christian. Et il faut bien réfléchir là-dessus, qui contribue à sacrifier les générations futures, parce que même si on parle de 7 ans, ben, ça veut dire chaque année, il faut quand même que nous déboursons pratiquement près de 61 millions de dollars chaque année. Et il faut qu'en 2034, que nous ayons eu la possibilité. Mais quelle est la vision en 2034 avec le fait que nous avons déjà bradé l'essentiel de nos ressources naturelles? Moi, je trouve que c'est une démarche risquée qui ne nous permet pas d'assumer notre souveraineté, qui ne nous permet pas d'assumer les ressources que nous avons réellement et que nous continuons à sacrifier les jeunes générations. De ce point de vue, politiquement, je ne partage pas cette démarche. On pourrait parler d'un processus de rééchelonnement, évidemment, de la dette congolaise, mais j'ai l'impression, d'après les explications que vous donnez avec ces taux d'intérêt, ça me fait penser au fonds vautour que le Congo a déjà connu. Mais si on va s'endetter pour rembourser les dettes, alors après, on se pose tout de même la question, parce que lorsqu'on a suivi Anatole Kouliné-Makosso, c'était devant le Sénat où il disait que la priorité était de rembourser la dette. Voilà pourquoi on a privé d'ailleurs les Congolais de tous les services sociaux de base qui n'existent plus, pas d'eau, pas d'électricité, les voiries urbaines, on voit ce qui est en train de se passer. Et donc, Anatole Kouliné-Makosso disait qu'il fallait privilégier le remboursement de la dette. Or là, on se rend compte, selon vos explications, on est allé encore s'endetter, s'engouffrer dans les dettes, et qui seront très difficiles d'ailleurs à payer, puisque vous rappelez même que les ressources naturelles du Congo, les ressources économiques sont gagées, le pétrole, bois, gaz, tout ça c'est gagé, et on se pose donc la question de savoir comment le Congo va rembourser tout cela. C'est quoi ce paradoxe, cette approche économique, où on va s'endetter pour rembourser la dette, dans le même temps le pays est dans l'état que tout le monde connaît aujourd'hui, presque en ruine? Mais Christian, je te rappelais ce que le ministre des Finances avait déclaré. Je te rappelle ce que le ministre des Finances avait déclaré. Financer le développement de ce pays, c'est un véritable casse-tête. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si nous voulons réellement financer le pays, il faut que nous secouons tous ceux qui ont mis le Congo en difficulté. Il faut que nous ayons la traque des responsables des scandaleux crimes économiques. Pourquoi on ne veut pas récupérer cet argent, Christian? Parlons rien que du trésor guette. Pourquoi on ne veut plus parler des 14 000 milliards? Pourquoi on ne veut plus parler des 14 000 milliards? Est-ce que c'est sérieux que les gouvernants se refusent à parler des 14 000 milliards alors que le chef d'État avait dit qu'un audit de ce compte devait être fait chaque année et qu'il devait être rendu public? Pourquoi on ne le fait plus? Et je pense à ce que Thierry Mungala dit de façon générale. Et je crois, Christian, tu as lu la note que le collectif des travailleurs de EKRC a adressée aux Congolais, aux membres de la diaspora. C'était clairement dit. On soutient une mauvaise gouvernance
avec des objectifs qui sont obscurs, qui ne sont pas connus des Congolais, et on ne se préoccupe pas de la qualité des hommes, on ne se préoccupe pas de la qualité de la dépense, et à mon avis, on est arrivé là, et je crois qu'il faut s'en préoccuper. Moi, je pense, Christian, que politiquement, si j'avais, et je crois que quand on relit le projet de société, soi-disant, ensemble poursuivons la marche, mais on est d'accord avec nous que la faiblesse, l'impuissance dans la lutte contre la corruption, la faiblesse dans la récupération de l'argent qui a été dilapidé. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, du différentiel de 6 milliards de dettes qui se dissipent chaque année? On préfère aller à l'étranger que de régler ce problème au niveau interne. Alors, Christian, ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on fait des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture? Qu'est-ce qu'on fait des 160 milliards détournés au ministère de la Santé? On fait, bon, mais c'est devenu la propriété de ceux qui se sont appropriés cet argent. On a appauvri l'État et on continue à l'appauvrir en enfonçant les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et voilà, la question qui suivrait, c'est de savoir si cet argent pourrait aussi servir au paiement, pourquoi pas, des arriérés de pension, des retraités du Congo. Je voudrais qu'on aborde ce volet. Voilà. Les retraités qui menaçaient donc faire un sitting, je crois, c'est devant la primature. Et le président du Sénat, Pierre Ngolo, les a, en fait, il faut appeler ça une menace déguisée, les exhortant bien entendu à la sagesse. Après, on se pose la question de savoir c'est quoi, que faut-il entendre ou comprendre par sagesse quand Pierre Ngolo demande à ces hommes et femmes qui ont servi le Congo et qui aujourd'hui vivent dans une précarité absolue, tout le monde le sait. Après, vous allez peut-être nous rappeler aussi combien d'arriérés de salaire, combien de mois d'arriérés de salaire déjà accumulent ces retraités, mais aussi combien de mois de pension non payée. Mais restons d'abord sur ce qu'on peut comprendre par sagesse. Pierre Ngolo qui exhorte les retraités d'être sages. Christian, est-ce qu'il s'agit d'être sage? Je rappelle au président du Sénat que l'article 27 de la Constitution garantit la liberté de manifestation. Surtout lorsque cette manifestation s'intéresse et doit permettre aux intéressés, aux concernés, de revendiquer leurs droits. Et il faut reconnaître, Christian, il faut que les choses soient clairement dites. Les retraités sont véritablement maltraités. Et dans l'opinion congolaise, on les appelle les serpents sans venin. C'est-à-dire qu'on considère que ces gens, ils sont fatigués, ils sont à bout de force, ils n'ont plus les moyens pratiquement de manifester. Et moi, j'ai bien apprécié lorsque les syndicats ont annoncé qu'on allait aller vers ce sitting parce qu'ils reprochent le mépris des gouvernants. Il reproche aux gouvernants le manque de respect des engagements qui ont été pris, notamment le Premier ministre, et il reproche au gouvernement d'avoir fait un travail pour essayer d'évaluer toute cette situation avec les retraités et de ne plus être capable de les recevoir pour faire le point. Donc, une fin de non-recevoir. Alors, je te rappelle, Christian, que depuis 2017, beaucoup de retraités touchent leur pension à la valeur du point d'indice 160 au lieu de 300. Donc, ils touchent quasiment la moitié de leur pension depuis 2017, donc depuis 8 ans, violant ainsi une loi, une disposition d'un décret qui dit que l'augmentation du traitement des fonctionnaires entraîne automatiquement la majoration de la pension et de la rente dans la même proportion. Donc, depuis 2017, les retraités ne touchent pas leur pension à leur juste valeur. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, la direction générale de la CREF doit présenter au Conseil des ministres un budget qui doit être adopté en Conseil des ministres et qui doit prendre en ligne de compte les préoccupations des retraités. Cela n'est également pas fait. Alors, donc, quand tu me dis la sagesse, non, parce que le président du Sénat dit qu'il faut éviter la voie de la confrontation. Mais que le président du Sénat lise l'article 27 de la Constitution, il y a l'autorisation des manifestations. Et je ne vois pas en quoi c'est une confrontation, parce que la balle est dans le camp du gouvernement. Le Premier ministre avait pris l'engagement de dire qu'à partir de 2024, il n'y aurait plus d'arriérés, mais on a des arriérés.
et il ne donne pas la réplique et la bonne réponse à cette situation. On fait comment? On est à Non. combien voilà, d'arriérés comme ça? Bon, les L'engagement. arriérés, je présente mes excuses d'ailleurs aux retraités, parce que quand j'ai suivi le compte rendu qui a été fait, je reprends par la fin. Rien que pour l'année 2025, il y a 3 mois d'arriérés. Le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre. Pour l'année 2024, il y a 2 mois d'arriérés. Et moi, j'étais de ceux qui considéraient jusqu'à présent qu'avant ça, on avait 41 mois d'arriérés. Et au cours de cette rencontre, les retraités ont précisé qu'il y avait 45 mois d'arriérés depuis 2016. 45 mois. Et quand vous prenez 45 mois, ben, on n'est pas loin de 4 ans. On n'est pas loin de 4 ans. Est-ce que vous vous imaginez ça? Et est-ce qu'ils s'interrogent comment les retraités vivent? Et maintenant, le problème, il faut le poser en termes du budget de l'année 2026. Parce que ce que les retraités réclament, c'est quoi? C'est au moins qu'à partir de janvier 2026, qu'ils touchent leur pension de façon concomitante avec les salaires, mais à la valeur du point d'indice, c'est 300. Plus à la valeur du point d'indice, c'est 160 pour que l'on essaye d'avancer. Maintenant, ce qu'ils réclament maintenant, c'est le paiement de 5 mois d'arriérés qui représentent les 3 mois d'arriérés du mois de l'année 2025 et les 2 mois d'arriérés de l'année 2020. C'est ce qu'ils réclament immédiatement. Maintenant, le reste, c'est certainement négociable. Je pense qu'il y a l'immédiat et il y a ce qui va sortir des négociations. Et je trouve qu'il faut que le Sénat est informé, l'Assemblée est informée, ils sont en session budgétaire, il faut qu'ils prennent les dispositions pour que cette question soit fondamentalement réglée. Oui, éviter la confrontation. Après, qu'est-ce qu'il propose en retour? Ben, il a souhaité que, d'abord, ce qu'il a voulu obtenir, il faut le connaître, il est le président du Sénat. Il ne faut pas oublier que c'était l'ancien secrétaire général du Parti congolais du travail. Il ne faut pas oublier que le Sénat est majoritairement dominé par le Parti congolais du travail. Donc, il a pris une position pour défendre le pouvoir actuel. Il faut le dire clairement. Le président du Sénat a pris une position, non pas de sagesse, mais une position de défense de la situation du pouvoir actuel, qui se retrouve véritablement en difficulté, qui a fait des promesses qu'il n'est pas capable de tenir, mais qu'il faut qu'il trouve les moyens. Mais je souhaite que le président du Sénat fasse la démarche au niveau du gouvernement pour qu'on récupère l'argent qui a été dilapidé, pour qu'on fasse la lumière sur les 14 500 milliards, pour qu'on fasse le point sur les 9 milliards des pensions de novembre et de décembre 2016 qui ont été détournées, pour qu'on fasse le point sur tous ces scandaleux crimes économiques et financiers, et on aura l'argent pour résoudre ces problèmes. Christian, voilà. Donc, il ne faut pas que la démarche du président du Sénat se tourne seulement vers les retraités et leurs syndicats. Il faut également qu'ils se tournent vers Anatole Koliné-Makossoé et son gouvernement pour leur dire qu'il faut qu'ils trouvent l'argent. Mais l'argent peut être trouvé, Christian, c'est une question de mauvaise volonté politique. Et s'ils ont la volonté et le courage politique, évidemment, je sais que ça touche essentiellement, cet argent détourné ou quoi, touche principalement les membres du gouvernement, ça touche les dignitaires du PCT, mais il faut qu'ils prennent le courage d'une remise en cause courageuse où ils mettent en avant l'intérêt général et non pas l'intérêt égoïste et particulier. Et ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que le PCT, dans le même temps, prépare son congrès, donc ils ont l'argent pour tout ce qui est politique, et a déjà démarré sa campagne électorale. Tout le monde est en train de voir, visiblement avec l'argent, bien sûr, du contribuable congolais. Alors voilà, donc on laisse mourir les fonctionnaires retraités à petit feu, il faut le dire. On ordonne dans le même temps une opération d'exécution sommaire des jeunes présumés délinquants qui, pour la plupart, ça aussi il faut peut-être le rappeler, sont victimes d'une politique de privation de tout ou presque, pas d'emploi, pas d'éducation, pas d'espace d'épanouissement, les jeunes qui manquent de tout, de tout, de tout. Ces propos n'engagent que moi. Clément Mirassa, on va aborder le volet politique de cette émission. On va parler donc de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Je sais que, je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté, que l'espace politique est désormais de plus en plus verrouillé par des séries d'assassinats,
c'est ce que je venais de rappeler tout à l'heure des jeunes, qui plongent le pays dans la terreur, dans l'effroi, des humains abattus comme voilà, des petits lapins en public et des maisons démolies. Pour le co-circuit. Alors, vous avez donc vu notre assemblée centrale de Pointe-Noire. Nous avons exercé l'hospitalité en recevant dans les bâtiments à côté une maman qui est aveugle, qui ne voit pas, qui a été chassée par son mari. Et elle habitait dans un studio et avec sa fille qui a 14 ans. Et cette maman, donc, nous l'avons reçue à l'église parce qu'elle est aveugle. Ayant été chassée par son mari, elle habitait là dans un studio. Et ne connaissant où son mari est allé habiter avec son fils aîné qui a 17 ans, eh bien, lorsque la DGSP a arrêté les Koulouna, ne connaissant pas où habite le père du garçon, ils sont venus montrer là où le jeune garçon venait manger de temps en temps chez sa mère, ici à l'église. Donc dans un bâtiment, nous avons exercé l'hospitalité en hébergeant cette maman aveugle. Et donc lorsque l'équipe de la DGSP est arrivée à 1h du matin, ils ont regardé tous ceux qui priaient, ils ont cherché ce jeune garçon, ils ne l'ont pas trouvé. Et c'est ainsi qu'ils sont revenus, donc 3 jours après, ont cassé non pas seulement le studio où on avait hébergé cette maman aveugle, et ils ont aussi cassé le bâtiment de l'église. C'est un bâtiment sacré et les toilettes, tout a été saccagé. Donc nous faisons donc cet audio pour donner la bonne version à l'opinion nationale et internationale que c'est à cause de l'hospitalité que nous avons exercée en recevant cette sœur aveugle et sa jeune fille. Et c'est pour ça que nous sommes victimes de tout ceci. Je voudrais exhorter et encourager la DGSP à faire ce que le chef de l'État, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso leur a demandé de faire, mais qu'il le fasse dans les règles de l'art. Je répète que la DGSP poursuit son travail en le faisant dans les règles de l'art afin d'éviter toutes les bavures comme celle-ci. Aller toucher à un bâtiment sacré, ceci est passible, ceci est condamnable selon la loi. Parfois incendier, des motos détruits, bon voilà, tout ce qu'on est en train de voir, c'est plus que de la terreur. Et je me pose donc la question de savoir, puisqu'à en croire Denis Sassou Nguesso, ça ne va pas s'arrêter maintenant, c'est sûr et certain que ça va continuer jusqu'à la période électorale, et c'est là que je veux savoir avec vous s'il y a encore une nécessité de continuer à parler d'une élection présidentielle en mars 2026 dans ce contexte, j'allais dire une ambiance d'enfer. Christian, l'élection de 2026, elle est constitutionnelle. L'élection de 2026, elle est constitutionnelle. Le mandat du président de la République arrive à terme le 16 avril 2026. Et il faut qu'avant cette échéance, que le Congo ait eu un nouveau président. Parce qu'on ne va pas rester sans président, il faut bien que cette question soit réglée. Je sais que le contexte politique est marqué par ce climat de terreur. Il faut reconnaître qu'il y a un climat de terreur avec les maisons cassées, avec tout ce qui se passe avec les Koulouna, avec un certain nombre de choses, etc. Et les Congolais attendent la journée du 28 novembre 2025 pour une raison simple. Le président de la République a souhaité que ce soit ce jour-là qu'il fasse son message sur l'état de la nation. Et le président de la République est attendu sur beaucoup de problèmes. Parce qu'il ne s'agit pas d'un message sur l'état de la nation ordinaire. Il s'agit de rassurer et de parler aux Congolais d'un certain nombre de problèmes sur lesquels les acteurs politiques, les gouvernants sont restés silencieux et ces problèmes sont extrêmement nombreux. Et parmi ces problèmes, il y en a 2 que je voudrais particulièrement évoquer. Le premier, c'est que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et le Parti congolais du travail a pour président le président de la République en violation flagrante de la loi. Le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné. Et la sanction, c'était la suspension. Et si le Parti congolais du travail était suspendu,
ben, le Parlement tombe, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'Assemblée, on n'a plus de Sénat. Et la question, moi j'ai toujours donné mon point de vue sur cette situation, la question ne serait pas catastrophique, il s'agit d'appeler les Congolais, que ce soit ceux de l'intérieur que ceux de la diaspora, pour qu'ils se retrouvent, pour que nous examinions notre avenir. Est-ce que le président de la République va continuer à tolérer que le Parti congolais du travail fonctionne tout en sachant qu'il n'est pas en conformité avec la loi? Le deuxième aspect que j'aborde, c'est que cet aspect de conformité touche le président de la République lui-même. Parce que je suis de ceux qui pensent que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente et crédible et apaisée. Que faisons-nous? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les regards sont fixés vers cette journée du 28 novembre, parce que pour ce qui est fait jusqu'à présent, nous pouvons dire que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée ne sont pas réunies, Christian. On a déjà l'échec de l'opération révision des listes électorales. On a déjà la préoccupation du ministre de l'Intérieur qui a reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante. Et c'est le président de la République pour qui il y a des voix qui s'élèvent à travers le pays pour demander qu'il soit candidat, mais ces voix qui s'élèvent doivent savoir que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. N'est pas en conformité avec la loi. Oui, mais pardon, Clément Mirassa, excusez-moi de vous interrompre comme ça. Lorsque je vous écoute, je comprends très bien que toutes les conditions d'un braquage électoral sont réunies. On ne peut pas non plus se leurrer là-dessus. Le PCT ne respectera jamais la loi. Ils l'ont démontré depuis qu'ils sont revenus au pouvoir par les armes. Et ça, on ne peut plus continuer, certainement. Ça, c'est mon point de vue. On ne peut pas continuer à leur demander, voilà, à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et tout le monde le sait qu'ils ne pourront jamais le faire. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire, encore opportun de continuer à parler de l'élection présidentielle dans le contexte actuel, bien que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est reconnu par la constitution congolaise, mais encore constitution congolaise, je vous comprends très bien, vous êtes un légaliste, et ça, personne ne vous le niera, mais les conditions, soyons pragmatiques, telles que c'est parti, est-ce qu'il est nécessaire, opportun de parler encore d'une élection présidentielle? Ou sinon, il faut commencer à voir s'il y a d'autres perspectives, pourquoi pas d'autres alternatives. Je parle ici voilà, d'un dialogue, pourquoi pas inclusif comme le disent les autres. Il faut peut-être commencer déjà à réfléchir dans ce sens. Parce que si vous continuez à parler de l'élection présidentielle, comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter le malheur au monde. Vous ne trouvez pas que maintenant, dans les conditions actuelles et avec l'ambiance qui règne actuellement, une ambiance de terreur, on ne peut plus parler des élections au Congo? Mais qu'est-ce qu'on ferait, Christian? Parce que, Christian, il faut que les Congolais se rendent compte d'une chose. Je suis légaliste, certainement. Mais il faut reconnaître que les Congolais sont comme en train, je ne dirais même pas de demander ou d'exiger, sinon de réclamer, ils sont en train de quémander un dialogue auprès des autorités qui, depuis près de 10 ans, ne veulent rien savoir de ce dialogue. N'oublie pas que ce pouvoir est préoccupé par une chose, c'est la conservation coûte que coûte du pouvoir. Si vous leur garantissez que vous allez à un dialogue pour leur permettre de continuer à faire ce qu'ils font, je suppose qu'ils vont certainement l'accepter avec grande satisfaction. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas en la sincérité de la tenue d'un dialogue franc, sincère, qui aborde les points. Parce que, Christian, si nous devons parler du dialogue, en 2012, nous avons demandé les États généraux. Les voix se sont élevées, même les voix de la conférence épiscopale des évêques du Congo s'est élevée à plusieurs reprises, etc. Bon, maintenant j'entends parler d'un dialogue. Pourquoi? Mais parce que le pouvoir semble être coincé. Maintenant, quelle forme de dialogue ils peuvent proposer? Je t'apprends, Christian, que le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Je t'apprends que les concertations politiques qui ont eu lieu de 2009 à Brazzaville jusqu'en 2022 à Ouando n'ont aucune base juridique. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, l'une des solutions, puisque tu parles du dialogue, l'une des solutions pour aller au dialogue et d'en parler franchement, ben, c'est que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec son ministre de l'Intérieur, suspende le PCT, parce que ça, c'est conforme à la loi, qu'il suspende le PCT, le Parlement tombe, nous n'avons pas d'autre issue que de nous retrouver entre Congolais pour trouver les voies et les moyens de dire le PCT est tombé, on n'a plus de Sénat, on n'a plus de Parlement, il faut qu'on envisage l'avenir, l'élection ne pourra certainement pas avoir lieu. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Mais Clément Mirassa, suis pardon Clément Mirassa, évidemment, lorsque c'est bien de toujours défendre l'élection présidentielle. Bon, après, vous avez certainement d'autres stratégies que je ne vous demanderai peut-être pas aussi d'exposer en public. Mais nous savons que Denis Sassou Nguesso a toujours opéré des coups d'État électoraux. Ça, tout le monde le sait. C'est des simulacres d'élection. Ça ne souffre pas de doute. Tout le monde le sait. Et là, il est sur la même voie. C'est ce qu'il va encore faire, c'est-à-dire il va procéder par un braquage électoral. Toutes les conditions sont réunies. Ça, je l'ai dit. Et lorsqu'on parle du dialogue inclusif, en fait, moi, je pensais plutôt à un dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous battez pour arracher un tel dialogue sous l'égide de la communauté internationale? Que de continuer, bon, excusez-moi du terme, ce n'est pas non plus pour ne pas reconnaître la bataille que vous menez, mais que de continuer toujours à se battre pour une élection. Tout le monde sait que c'est pipé, les dés sont pipés, rien. Il n'y aura pas élection en tant que telle. Pourquoi ne pas se battre dès maintenant pour un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, par exemple? Alors, Christian, je vais répondre certainement avec un petit point. Peut-être c'est la voie de la sagesse. Ben, je vais prendre note de ce que tu nous conseilles. Et au niveau du rassemblement des forces du changement, nous allons évoquer cette question, mais ça ne veut pas dire que nous renonçons. Et je t'apprends que nous avons commencé à diffuser auprès des autorités, des gouvernants, des autorités, des responsables des partis, le mémorandum du Rassemblement des forces du changement sur la gouvernance électorale. Nous attendons justement la déclaration que le président fera le 28 novembre. Et je pense que nous allons commencer au niveau du rassemblement à nous pencher sérieusement sur la proposition que tu fais, s'il y a une possibilité qui peut être faite. Mais la voie que j'envisageais, c'était qu'on peut aller sur la voie légaliste, et cette voie légaliste est soutenue par le fait que le ministre de l'Intérieur ou le président de la République suspendent le PCT, même s'ils en sont pour l'un membre du bureau politique, pour l'autre président, et ça ouvre la voie vers une rencontre. Maintenant, cette rencontre, effectivement, comme tu le dis, il serait intéressant qu'elle se fasse sous l'égide de la communauté internationale pour que nous essayions de redéfinir. Parce que, Christian, dans ce que on dit aujourd'hui sur les élections, il faut intégrer ce qui se passe dans notre environnement immédiat. On suit ce qui se passe au Cameroun. On suit ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On est en train de suivre ce qui se passe en Guinée. On suit ce qui se passe en Guinée-Bissau. On est en train de suivre ce qui se passe en Centrafrique, où à chaque fois, il apparaît le climat de terreur, il apparaît l'élimination des opposants, il apparaît, etc. Et je crois que moi, je prends en tant que président du Rassemblement bonne note de ce que tu nous as suggéré, et je crois qu'au niveau du Rassemblement, nous allons en faire un élément très important de débat, de discussion, et nous allons pouvoir examiner la situation objectivement et en tenant compte de la réalité. Regarde ce qui se passe au Cameroun. Mais je t'apprends, quand tu vois le cas du Cameroun, celui qui est déclaré opposant au président Sassou, et je dis Sassou au président Biya aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui est resté 20 ans ministre. Ça veut dire que même autour du président Sassou aujourd'hui, on peut concevoir qu'il y a des ministres, des personnalités qui sont autour de lui, mais qui demain peut surgir pour dire je ne suis plus d'accord avec ce qui se fait, il faut que je sois le candidat du peuple ou quoi, et je crois qu'on peut avancer. Mais il faut épargner le Congo des affres que nous avons connues. Malheureusement, le climat de terreur que l'on vit maintenant n'apporte pas le moindre apaisement.
Évidemment, pour terminer, puisque nous sommes à la fin de cette émission, vous avez dit, vous attendez donc la déclaration de Denis Sassou Nguesso du 28 novembre prochain. Et beaucoup de nos téléspectateurs reprochent également à l'opposition congolaise que vous incarnez de vous accrocher à l'agenda du PCT. Et pourquoi est-ce que l'opposition n'anticipe pas, ne crée pas, de sorte à traîner finalement le parti au pouvoir que de s'accrocher toujours sur l'agenda du Parti congolais du travail. Pourquoi vous attendez que le PCT fasse quelque chose pour que vous réagissiez alors que vous avez la possibilité voilà, d'anticiper un certain nombre de choses? Christian, nous allons travailler, comme je dis souvent, nous n'allons pas aborder les questions de stratégie, nous allons travailler et nous allons voir. Maintenant, le message que nous faisons passer aux Congolais, et nous allons le faire passer, nous espérons que le 28, nous aurons la réponse à ça. Le premier message, Christian, il faut que les Congolais sachent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et lorsqu'on parle de paix et qu'on présente le Parti congolais du travail comme une structure qui travaille pour la paix, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ils sont plutôt dans ce que le président du Sénat dit, dans une voie de confrontation, dans une voie de force, dans une voie de terreur, de non-respect des lois et règlements de la République. Et nous ne partageons pas ce point de vue. Et nous pensons également que le président de la République, nous l'avons dit déjà assez clairement, le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et il devrait en tirer toutes les conséquences. Mais je constate dans la pratique, que ce soit le Parti congolais du travail, que ce soit le président de la République ou les gouvernants actuels du Congo, mais personne n'ose prendre le courage d'expliquer à leurs militants qu'ils sont dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle et qu'ils en tirent les conséquences. Mais c'est aux Congolais d'agir assez souvent. On nous parle de cette complicité entre nous et la population. Au Cameroun, vous avez vu qu'il y a beaucoup de complicité entre Issa Chiroma Bakary, mais vous constatez que le bilan, ne serait-ce qu'en termes de morts, en termes de répression sauvage, en termes de maisons brûlées, etc., est très lourd. Et nous aurions voulu qu'on nous épargne de ça. Et nous voulons attirer l'attention des gouvernants parce qu'en 2023, au Gabon, le président Ali Bongo avait été déclaré vainqueur de l'élection avec plus de 60% des voix. Le professeur Ondo avait été déclaré second avec plus de 30% des voix. Mais lorsque le coup d'État a été fait, qu'est-ce qu'on a appris? Le vainqueur réel, c'était le professeur Ondo Ossa, mais vous voyez qu'il est décrédité d'un nombre de voix moitié, nettement inférieur aux voix obtenues par le président Ali à nos conseils. C'est quoi? C'est la manipulation, c'est l'instrumentalisation des structures qui sont chargées d'organiser les élections. Et je souhaite que les gouvernants congolais vont tirer les leçons de tout ça et qu'on va pouvoir avancer. Voilà, Christian, ce que je pouvais dire sur la question. Merci Clément Mirassa. Je vous laisse 2 secondes pour conclure. Probablement que vous avez une préoccupation. Et ça sera la fin de cette émission. En tout cas, moi, je te remercie, Christian, et j'espère qu'on aura une autre occasion pour échanger et essayer d'apporter, c'est notre objectif, c'est notre ambition, d'apporter notre éclairage sur un certain nombre de problèmes qui se posent au pays. Et je sais qu'aujourd'hui, les Congolais vivent dans l'angoisse, ils sont préoccupés par cette affaire de l'élection présidentielle. Nous osons espérer qu'on va œuvrer pour que tout cela se passe dans la paix et dans la tranquillité et que nous puissions vivre dans un climat de paix et de sérénité. Mais aujourd'hui, je peux te dire, Christian, en tant que retraité, je ne vis pas en paix. En tant que retraité, je ne vis pas en paix. Et je crois que c'est la même chose pour la plupart des retraités. C'est la même chose pour les travailleurs comme de la mairie de Dolisie qui cumulent 97 mois d'arriérés de salaire, c'est-à-dire 8 ans et 1 mois. Mais les structures comme ça, elles sont extrêmement nombreuses. Et je pense qu'on devrait trouver, je crois, les gouvernants doivent trouver les solutions pour qu'on sorte de cette situation. Donc, encore une fois, merci Christian. Oui, mais Clément Mirassa, votre prochain webinaire, c'est quand votre contact direct avec la population? Le prochain webinaire, c'est samedi prochain de 15 à 18 h. Le lien sera communiqué sur les réseaux.
Donc, nous aurons un webinaire samedi. Donc, les gens auront la possibilité de nous poser des questions. Et nous nous efforcerons à apporter des réponses. Je suis sûr qu'il y en a, comme d'habitude, qui nous apporteront des contributions, qui nous apporteront des propositions, et nous les attendons. Donc, le samedi 15 novembre, à partir de 18h, nous aurons une émission en webinaire et nous serons heureux de recevoir la plupart des compatriotes, des téléspectateurs qui veulent être avec nous et qui veulent nous poser des questions auxquelles nous nous efforcerons à apporter des réponses. Merci Clément Mirassa, président du Rassemblement des forces du changement RFC. Vous êtes également économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel. Merci d'avoir été avec nous sur RCT et de nous avoir évidemment d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Merci, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci et à bientôt.